Depuis presque un siècle, on nous vend l'agriculture industrielle comme la seule solution pour nourrir le monde. On nous dit qu'il faut produire toujours plus, mécaniser, standardiser, utiliser des pesticides, des engrais chimiques pour répondre aux besoins alimentaires de la planète entière. Mais est-ce que c'est vraiment la seule option pour nourrir le monde entier? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce modèle c'est une impasse et comment l'agroécologie peut non seulement régénérer les terres, mais aussi créer des opportunités économiques pour ceux qui veulent redonner du sens à leur travail. L'agriculture industrielle repose sur un modèle simple, produire plus, plus vite, moindre coût. Mais ce modèle est un échec à tous les niveaux. Et voilà pourquoi. On a une destruction des sols déjà très importante. Les engrais chimiques, les labours intensifs tuent la vie du sol et le rendent stérile. Aujourd'hui, il y en a un tiers des terres cultivables qui sont déjà dégradées. Et si on continue à ce rythme, d'ici 50 ans, on n'aura plus de sol fertile pour produire notre nourriture. Ensuite, on a une pollution massive. Les pesticides, les herbicides se retrouvent dans nos eaux, dans notre air, dans notre corps. Un verre d'eau sur 3 en France contient des résidus de pesticides. L'agriculture industrielle, c'est la première cause de pollution des rivières et des nappes phréatiques. Bien sûr, on a un impact sur la biodiversité et notre santé qui est très important aussi. 50% des insectes pollinisateurs ont disparu en 30 ans. On assiste à un effondrement de la biodiversité agricole, ce qui rend nos cultures beaucoup plus vulnérables aux maladies. Bien sûr, on a des cancers, des maladies neurodégénératives, des troubles hormonaux, et de plus en plus d'études relient l'usage des pesticides à de graves problèmes de santé. Alors on nous dit que ce modèle est là pour nourrir le monde. Mais s'il détruit la terre, s'il pollue l'eau et s'il nous rend malades, alors ce que je me demande, c'est pour qui il est vraiment conçu. Alors comment l'agriculture industrielle s'est imposée aux agriculteurs et pourquoi finalement ils n'avaient pas vraiment le choix? Tout d'abord, dans les années 1940-1950, l'Europe et une grande partie du monde sortaient de la guerre avec des pénuries alimentaires majeures. Les gouvernements ont donc poussé à produire toujours plus pour éviter la famine. On a commencé à utiliser les engrais chimiques et les pesticides initialement développés pour la guerre. C'était à la base des explosifs et des armes chimiques et qui ont été adaptés à l'agriculture pour booster les rendements. Ensuite, les agriculteurs convaincus par cette modernisation, ils ont suivi naturellement cette voie car elle permettait de survivre et de produire plus. Un peu plus loin, dans les années 60, dans les années 80, la politique agricole, comme la PAC par exemple en Europe, ont favorisé la production de masse avec des subventions basées sur la quantité et non la qualité. Les petites fermes diversifiées n'étaient plus rentables face à de grandes exploitations qui étaient généralement mécanisées. Et puis les banques, les institutions agricoles, l'État ont incité les agriculteurs à s'endetter pour acheter des gros tracteurs, de plus en plus de matériel, des engrais, des pesticides. Résultat, une dépendance complète aux multinationales qui vendent à la fois les semences, à la fois les engrais, les pesticides, les machines. Les agriculteurs ont donc été enfermés dans un système où ils devaient produire toujours plus pour rembourser leurs dettes et survivre. Tout cela est devenu un piège économique et psychologique pour les agriculteurs. Le système industriel a appauvri ces derniers, malgré une production qui est massive. Et puis en France, un agriculteur sur 3 aujourd'hui gagne moins de 350 € par mois. Beaucoup voudraient changer de modèle, mais ils sont coincés par leurs dettes, par le manque d'alternatives viables. Et certains qui ont voulu revenir à des modèles plus naturels ont été aussi critiqués par leur entourage et par les institutions agricoles, car cela allait contre le modèle dominant. Le vrai problème au final, c'est l'influence des multinationales, des institutions, parce que les agriculteurs n'ont pas vraiment choisi ce système, on leur a dit que c'était la seule solution, et ils ont été poussés à s'endetter, à utiliser des produits qu'on leur disait indispensables, et les grandes industries agrochimiques ont complètement verrouillé le marché, que ce soit Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva, ils contrôlent 70% des semences mondiales, voire plus aujourd'hui. Les subventions agricoles elles-mêmes favorisent les grandes exploitations, pas les petites fermes saines, locales et durables. Pourtant, il existe une autre voie qui tente de se faire une place dans le paysage agricole aujourd'hui et qui a un très bel avenir devant elle si nous faisons un effort pour soutenir ce modèle, celui de l'agroécologie. L'idée, c'est de travailler avec la nature et non contre elle. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de la mettre en place, mais plusieurs modèles viables et rentables qui existent déjà partout dans le monde et qui font leurs preuves. Et voici quelques exemples inspirants. Tout d'abord, l'agroforesterie, qui est le fait d'associer des arbres et des cultures pour protéger les sols, capter du carbone et augmenter la productivité. Les racines des arbres améliorent la fertilité du sol et réduisent l'érosion. Par exemple, on a les agriculteurs du Gers qui sont pionniers en France dans ce domaine, soutenus par exemple, un bureau d'études très connu comme Arbres et Paysages 32 qui a beaucoup œuvré dans le domaine. Les modèles sont prouvés, ils fonctionnent. Donc planter des arbres dans un champ, ça semble contre-productif, mais en réalité, c'est peut-être la clé d'un modèle agricole de demain. Ensuite, l'élevage régénératif, avec l'exemple de Joël Salatin. On a une rotation des pâturages pour enrichir le sol, nourrir des animaux en pleine santé. Il n'y a aucun antibiotique, il n'y a aucune alimentation industrielle et tout repose sur les cycles naturels. De plus, l'abattage se fait aussi sur place pour éviter le stress de l'animal en transport. Et Joël Salatin, avec sa ferme Polyface, est vraiment un exemple où chaque animal joue un rôle précis dans l'écosystème et proche de celui qu'il joue dans la nature à ses origines. On peut parler aussi de l'aquaponie, une agriculture qui est circulaire. On associe poissons et plantes dans un même système fermé. Les déjections des poissons servent d'engrais naturel pour les plantes qui filtrent l'eau en retour. On a la ferme d'aquaponique des Sourciers en France qui combine production alimentaire
agroalimentaire et autonomie en eau. Et là aussi, les rentabilités sont prouvées, sont documentées, ils ont fait un travail formidable. Le maraîchage bio-intensif, d'ailleurs, on est dans une exploitation là maintenant tout de suite avec Jean-Martin Fortier qui a été un grand pionnier du domaine. On utilise de petites surfaces ultra productives avec une majorité d'outils manuels optimisés, une suppression totale des engrais chimiques et des pesticides. Et donc, la ferme des 4 temps au Canada a prouvé qu'un hectare bien cultivé peut générer plus de revenus qu'un champ de 10 hectares en monoculture. On est à 150 000 € l'hectare, entre 100 et 150 000 € l'hectare. Donc on nous dit que le bio est moins productif, mais finalement les chiffres disent le contraire. Et puis on a plein d'autres modèles innovants. On a des fermes en agroécologie tropicale avec des inspirations de l'Amazonie, des plantes multi-étagées. On a des micro-fermes urbaines pour produire en plein cœur des villes, sur des toits ou en vertical, avec par exemple la Brooklyn Farm à New York. On a des pépinières et des forêts comestibles où on peut replanter des forêts nourricières en alternative aux champs classiques. Il n'y a pas une solution, mais il y a une multitude d'alternatives et c'est à nous de les choisir selon notre contexte et notre sensibilité. Alors si l'agroécologie est si efficace, pourquoi ne la voit-on pas partout? Pourquoi ce modèle qui pourrait sauver nos sols, nourrir le monde, n'est-il pas massivement adopté? Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo, à plus tard. Tout simplement parce qu'il ne rapporte pas aux bonnes personnes et que le système est complètement verrouillé à plusieurs niveaux. Le système est conçu pour que les agriculteurs restent dépendants. Les multinationales agrochimiques dominent le marché, elles vendent tout, on l'a dit, des semences aux pesticides en passant par les machines et les engrais. Les agriculteurs sont enfermés donc dans un modèle d'endettement, acheter des tracteurs, des produits chimiques, payer des semences hybrides qui sont non reproductibles, donc ils doivent être achetés chaque année. Les contrats avec les grandes coopératives, les industries agroalimentaires sont contraignants, ils imposent des prix très bas et des pratiques productivistes. Donc un agriculteur qui devient autonome, c'est finalement un client perdu pour l'industrie agrochimique. Ensuite, on a une politique agricole qui favorise l'industrie par la transition. 80% des subventions agricoles aujourd'hui profitent aux grandes exploitations industrielles et non aux petits producteurs qui sont diversifiés. La PAC, la politique agricole commune, en Europe, soutient le rendement à court terme plutôt que la régénération des terres. Les aides à la conversion vers le bio sont assez limitées, elles sont insuffisantes face au coût de la transition. L'argent public, au final, finance la destruction des sols, pas leur régénération. Et puis on a quand même une formation agricole qui, même si elle évolue, est biaisée dès le départ. Les écoles d'agriculture enseignent encore massivement le modèle productiviste, monoculture, usage de pesticides, rendement maximal, même si encore une fois ça évolue, il y a peu de place pour des méthodes alternatives, en tout cas pas assez, comme l'agroforesterie, la permaculture, l'élevage régénératif. Et les agriculteurs en formation sont quand même pas mal influencés par les acteurs de l'industrie agrochimique qui sponsorisent encore des programmes scolaires et des études. Vous vous dites sûrement que si dès l'école on apprend qu'il n'existe pas d'alternative, en tout cas c'est un petit peu compliqué. Et puis on peut parler des médias dominants qui quand même parlent assez peu des alternatives et relayent des discours de lobby agricole sur la nécessité des pesticides et des OGM. C'est vrai que le lobby agrochimique finance quand même des études qui sont biaisées pour décrédibiliser l'agriculture biologique et les méthodes naturelles. On fait croire que l'agroécologie ne peut pas nourrir le monde, alors que de nombreuses études prouvent le contraire et puis de nombreux praticiens prouvent le contraire aussi. Donc au final, quand un modèle est trop puissant pour être remis en cause, on préfère vous dire qu'il n'y a pas d'alternative. Alors après avoir plongé dans ces modèles agroécologiques qui fonctionnent déjà, il faut comprendre qu'un changement ne se fait pas en un jour. On l'a vu, beaucoup d'agriculteurs cherchent à sortir du modèle industriel, mais ils sont encore endettés, sous pression des banques, et ils sont parfois enfermés dans un système qui ne leur laisse pas d'alternative immédiate. Donc aujourd'hui, la solution vient plus particulièrement des néo-ruraux, des néo-paysans, qui prouvent tous les jours que ces systèmes sont viables et rentables. La transition est donc dans un passage qui est obligé, une opportunité pour les écopreneurs d'aider celle-ci à se faire, et là, on a besoin d'écopreneurs dans tous ces domaines. Les besoins concrets vont être l'accompagnement à la technique, l'accompagnement à la formation. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent changer, mais qui manquent de connaissances pratiques sur les modèles alternatifs. Il y a l'accès à des solutions financières aussi pour sortir du modèle industriel qui demande souvent justement des investissements pour de nouvelles infrastructures, des serres, des haies, du matériel adapté. Donc là aussi, on peut aider. Des outils pour se reconnecter au marché local aussi, qui va permettre de développer des circuits courts, de vendre un map, de créer des fermes pédagogiques, etc., de diversifier l'activité de la ferme. Du soutien psychologique et des réseaux d'entraide aussi, parce que sortir d'un modèle qu'on pratique depuis des décennies, c'est
pas évident et le regard des pairs peut être aussi un frein. Donc vouloir changer, c'est une chose, savoir comment s'y prendre dans un contexte un peu contraint comme celui-ci, c'est ce qui va faire la différence et on a besoin d'écopreneurs pour tout cela encore une fois. Donc la transition agricole n'est pas un défi, c'est une énorme opportunité entrepreneuriale. Là où il y a des problèmes, justement ceux qui apportent des solutions sont ceux qui vont être utiles aux agriculteurs et qui vont avoir des activités prospères. Donc voilà les secteurs justement à fort potentiel qu'on peut lancer pour assurer cette transition. Formateur en agroécologie, consultant en transition agricole, ça va être très utile pour de plus en plus d'agriculteurs qui cherchent à se former, mais il y a un manque criant d'experts pouvant les accompagner sur le terrain. L'agriculture régénérative repose sur la biodiversité. Il y a de plus en plus de fermes qui recherchent des variétés rustiques, locales, adaptées. Donc produire des plantes et produire ces plants devient une niche rentable à impact positif. Et on va avoir aussi besoin de fabricants, de vendeurs d'outils agricoles adaptés à cette agroécologie. Le matériel agricole classique, il est souvent inadapté aux fermes en transition. Donc développer et distribuer ces outils de maraîchage bio-intensif, des équipements pour l'aquaponie ou des systèmes de paillage innovants par exemple, répond à une demande qui est croissante. On a besoin aussi de créateurs de circuits courts et de plateformes de vente directe. Les agriculteurs en transition ont besoin de nouveaux débouchés, hors des coopératives. Par exemple, lancer une plateforme de vente en ligne pour des produits bio, des produits locaux, créer des réseaux de distribution indépendants ou organiser des marchés de producteurs vont être des solutions qui vont être très viables. On a besoin aussi de fermes pilotes et démonstratives pour inspirer le changement. Ceux qui veulent se lancer dans l'agroécologie ont tout intérêt à créer des fermes vitrines pour montrer que le modèle fonctionne et puis organiser des stages, des visites pédagogiques, des collaborations avec d'autres producteurs et ces fermes deviennent ainsi des références, des lieux d'apprentissage, un petit peu comme la ferme du Bec et Loin par exemple. Donc accompagner la transition, c'est pas juste un engagement, c'est aussi un modèle économique qui se doit d'être durable, qui donne du sens au travail et on a vraiment aujourd'hui toutes les opportunités, tout l'alignement des planètes pour le faire. Alors pour ceux qui veulent se lancer eux-mêmes dans l'agroécologie, si vous rêvez de changer de vie, si vous rêvez de créer une ferme, de régénérer la planète et les humains ou d'aller dans d'autres types de secteurs qu'on a cités, voici quelques conseils pour débuter efficacement. Déjà, commencez sur une petite surface pour tester ou un petit modèle. Inutile d'avoir 50 hectares. Jean-Martin Fortier, encore une fois, génère un revenu confortable sur 1 hectare en bio-intensif. Ensuite, formez-vous, suivez des stages, des formations, apprenez auprès de ceux qui ont déjà réussi. Et puis apprenez à devenir entrepreneur aussi. Diversifier ses sources de revenus, créer des belles offres, avoir un bon système marketing, un bon système de vente. Devenir entrepreneur, c'est aussi un vrai métier. Et puis, entourez-vous, intégrez un réseau, cherchez des groupes de soutien, des mentorats pour ne pas être isolé. L'agriculture de demain, elle sera agroécologique. Elle commence aujourd'hui avec ceux qui osent passer à l'action, mais aucun doute sur le fait que cette transition va devoir se faire de gré ou de force. Donc soyez les pionniers de demain. Alors en conclusion, on a vu comment l'agriculture industrielle a façonné ce monde moderne, mais aussi à quel prix, et qu'il existe déjà des solutions viables, prouvées, testées, et quelles vont être à l'avenir. L'agroécologie, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Elle est capable de nourrir le monde tout en régénérant notre planète. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez liker, commenter aussi, ça nous aidera à diffuser ces messages plus loin, plus fort. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!